Bon, j'espère que vous allez bien. Hier, on a eu l'une des plus grosses baisses sur la partie tech, SaaS logiciel aux États-Unis avec du PayPal, du Adobe, du Constellation Software et plein d'autres entreprises qui se sont littéralement effondrées à cause de la remise en question de la partie mode, de la partie multi, prédictibilité dans le futur avec notamment Anthropic. On va vraiment tout détailler. Et justement, aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, on va aller voir chacune des actions, la baisse que l'on a eue et on va aller un petit peu challenger le business model et à quel prix c'est intéressant de se positionner, à quel prix c'est intéressant d'en acheter. Alors, petite parenthèse avant de commencer. Alors moi personnellement je ne suis pas positionné sur toutes ces entreprises là. Effectivement dans mon portefeuille sur la partie tech en fait je suis positionné quasiment uniquement sur du Google avec une surpondération qui d'ailleurs je me prends une petite claque parce qu'on a eu les earnings qui ont été publiés donc j'ai un moins de 2000 $ là sur la journée, mais bon tranquille de toute façon j'ai 226% de plus-value donc je suis assez large. J'ai également une grosse position sur Mastercard et sur Amazon un peu plus petite. Donc c'est vrai que je n'ai pas du tout été touché d'ailleurs sur les précédentes journées. Mon portefeuille en fait comme j'ai une partie rate etc a même légèrement augmenté, donc je l'ai pas du tout senti passer. Donc d'ailleurs je fais une petite parenthèse, les résultats d'Amazon viennent de tomber et ils sont assez mauvais. Effectivement là en fait je suis quasiment de nouveau flat sur ma position Amazon, on va pouvoir aller les analyser, mais en tout cas là aujourd'hui dans cette vidéo on va surtout se focaliser sur la partie Booking, Duolingo, Constellation Software, IMSER, Fico, Netflix, Adobe, Salesforce, PayPal, et on va les classer ces entreprises parce que c'est des boîtes qui se sont mais littéralement effondrées. Là on parle d'un moins 70%. Booking également, regardez, on rebaisse quand même pas mal. Duolingo, bon, ça a été divisé par 3. CRM, c'est pareil. C'est l'une des premières fois qu'on a une baisse aussi importante sur Salesforce. PayPal, j'en parle même pas. Là, on est à 39 $. Si je mets le prix en capitalisation boursière, on parle actuellement de 36 milliards de market cap pour un bénéfice de 5 milliards. Donc ça fait un peu de 7. Ça se négocie à 7 fois les bénéfices. PayPal, ils font des buybacks, donc des rachats d'actions de 5, quasiment 6 milliards sur l'année. C'est-à-dire que si on émet l'hypothèse qu'ils refont 6 milliards de buyback l'année en 2026, eh bien au prix actuel, ça ferait exactement 6 divisé par 36, ce qui nous donnerait 16% de rendement uniquement en termes de buyback. Donc évidemment, si vous avez la thèse qui est que PayPal maintient son niveau de bénéfice net actuel et l'alloue en buyback, en 3 ans, même, allez, on va dire en 3 ans, ça fait 50% de la market cap rachetée en termes de buyback. Donc évidemment que le prix en bourse va exploser, excusez-moi, si on a les buybacks. Ok, et avant de commencer, il faut absolument qu'on parle de la cause de tout ça, de la partie anthropique, de la partie IA et toute la partie en fait disruption, concrètement, remise en question de tout le modèle SaaS. Elon Musk vient de tweeter en disant qu'on l'a actuellement, depuis 10 jours, on arrive dans le début de l'ère de la singularité. L'ère de la singularité dans l'IA, c'est quand en fait l'IA dépasse l'intelligence humaine et prend contrôle des ordinateurs, etc. etc. En fait, là, vous pouvez déjà le faire, c'est pour ça c'est juste dingue. En gros, là, qu'est-ce que l'on a eu? On a eu en 2023, voilà, ChatGPT, enfin les IA classiques. C'est-à-dire que là, actuellement, vous posez une question à ChatGPT, c'est extrêmement pertinent et tout le monde est content. On a eu depuis 10 jours toute la partie, on va dire, OpenClaw, d'accord, avec Opus 4.6 qui est sorti, et c'est là où en fait ça a mis le deuxième step sur la partie IA. Et en quoi est-ce que c'est révolutionnaire? En gros, vous allez avoir directement votre IA qui va prendre le contrôle de votre ordinateur, ou plutôt qui va avoir accès à votre ordinateur. Je vous fais un exemple, donc vous téléchargez l'IA dans votre ordinateur, alors il faut sur un deuxième ordinateur pour des raisons de sécurité. J'ai plein d'amis là qui ont acheté des iMac mini pour le télécharger dessus et le laisser tourner en permanence. Donc ok, vous téléchargez, en fait, par exemple, le premier message, vous lui demandez une tâche avec un message vocal. Qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va vous répondre, ok, bah tiens, moi je peux pas lire les messages vocaux, mais par contre, pour les lire, je vais installer Whisper. Et en autonomie, il va dans l'App Store, etc. et il télécharge Whisper. Ok, c'est que des trucs comme ça. Admettons, je sais pas, par exemple, vous êtes architecte. Ok, admettons, vous êtes architecte, donc vous avez un logiciel 3D pour faire les maquettes, etc. Et vous avez un appel avec un prospect, d'accord, avec un client potentiel. Pendant l'appel, le client il commence à vous dire bah tiens moi je veux une maison qui ressemble à ça avec avec ce nombre de chambres là, avec ces dimensions là, etc., etc. En temps réel, l'IA, en même temps que vous allez être dans l'appel, l'IA va prendre donc pareil le contrôle de votre plateforme 3D, donc de maquette, et va commencer à faire une vingtaine de déclinaisons par exemple en fonction de ce que va vous dire votre prospect. Le résultat est quasiment parfait. Ok, c'est que des trucs comme ça, c'est juste dingue. Donc en fait, ça remet totalement en question la partie SaaS, etc. Puisque là, vous pouvez créer un site internet maintenant. Déjà avant, c'était facile. Là, maintenant, c'est quasiment instantané et c'est un truc mais professionnel. C'est-à-dire que il y a eu des trucs. D'ailleurs, là, il y a eu des trucs de dingue. C'est-à-dire que par exemple. En fait, vous pouvez également, pour la partie booking, voilà,
cas concret. La partie booking, actuellement, enfin là, en fait, à l'IA, vous pouvez lui donner accès, par exemple, vous créez une carte virtuelle sur votre téléphone pour lui donner accès avec une somme d'argent. Vous pouvez lui dire, ok, ben moi par exemple tout le mois de février, là je suis disponible, d'accord. Et comme je suis disponible, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes en permanence tous les sites internet d'avions, etc., de vols moins chers. Et dès que tu vois un vol qui s'annule, par exemple, où il y a une place en business qui coûte vraiment pas cher au dernier moment, par exemple 12 heures avant, eh bien tu m'envoies un message avec tout le récap exactement. En fonction de ça, voilà, ben moi je t'avais dit que je voulais partir dans cette ville-là et ce pays-là. Tu vas également me mettre les Airbnb qui sont disponibles dans ce quartier-là avec ce range de prix-là directement. Et il va jusqu'à vous réserver le taxi pour votre vol en autonomie sur votre téléphone. D'accord. C'est juste ouf. Donc ça, c'est ce type donc évidemment, par exemple, Booking. Bah, en fait, peut-être que là, les personnes dans 6 mois, ils vont avoir ça sur leur téléphone. En fait, ils vous envoient juste un message comme ça et c'est directement l'IA qui va sur le site internet qui va booker l'avion. Donc toute la partie publicité que vous avez sur le site comme Booking, etc. Bah, en fait, les gens vont plus y aller dans pas si longtemps que ça. Donc en fait, ça remet en question tout ce type de business model. Alors évidemment, on en est encore loin. Enfin, là pour l'instant, c'est on va dire très peu de personnes qui l'utilisent et ça va mettre du temps à se démocratiser, surtout en France, etc. Mais c'est ce vers quoi on se dirige et franchement, c'est dingue. Et pareil, là, on voit la partie CRM, c'est la partie switching cost. Comment dire, vous êtes bloqué quand vous avez un CRM avec 2000 employés, c'est très compliqué de migrer tous les datas. Ben là, en fait, vous avez l'IA qui arrive, qui prend le contrôle de votre ordinateur, qui big toutes les datas en fait, dans la nuit. Donc, alors évidemment, là, vous avez des problèmes évidemment de sécurité, vous avez ce genre de choses, mais quand ça va être réglé, ça va être réglé rapidement, en fait, rien que la partie switching cost, on s'aperçoit que c'est plus un mode. En fait, les modes sont totalement redéfinis et c'est que des trucs comme ça actuellement avec la partie IA, ok. Mais il y a des trucs vraiment, vous allez vous marrer. Par exemple, là, il y a une personne, donc pareil, elle a donné donc l'accès à une carte virtuelle, une carte bancaire virtuelle. L'IA, directement, ce qu'elle a fait, c'est qu'en totale autonomie, sans lui dire, elle allait sur un site de carte SIM, elle s'est acheté son propre numéro de téléphone et le lendemain, à 8h du mat, elle a appelé l'utilisateur en lui disant tiens, je pensais que c'était plus pertinent de t'appeler directement sur ton téléphone à la maison, que c'était plus sympathique, etc. etc. C'est des trucs comme ça de ouf. Et donc, et vous imaginez tous les steps qu'il faut faire pour se créer un propre numéro de téléphone, etc. Et en fait, elle peut faire ça en autonomie sur Internet. Voilà, vous la laissez vivre comme ça. Pareil, il y a une autre dans la partie vente. Son IA lui a acheté une formation à 2000 balles sur internet en lui disant que en fait il n'était pas assez compétent dans ces domaines-là et que ça pouvait vraiment l'aider en fonction de tout son profil, etc. C'était la meilleure chose à faire et donc elle lui a acheté le truc sur les sales, quoi. En fait c'est dingue, vous avez vraiment des trucs comme ça qui arrivent actuellement et là on en est encore une fois, comme le dit Elon Musk, voilà, au tout début de ce step-là, de la même manière qu'on est au début du step vraiment, vraiment chatbot sur la partie IA en 2023, d'accord. Ça voilà, effectivement ça remet concrètement tout en question et je suis pas en train de vous dire que Adobe va faire faillite, que CRM c'est fini, que Booking aussi donc c'est fini, etc., que PayPal c'est fini. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi pour la première fois je suis en train de redéfinir ma thèse d'investissement. C'est-à-dire que pour la première fois, je suis en train de me dire en fait que peut-être l'IA, entre guillemets, ça me dépasse et je pense que ça dépasse tout le monde dans le sens personne n'est vraiment capable de savoir où est-ce que l'on sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et les possibilités que l'on pourra en avoir et en faire. Et là, encore une fois, quand vous voyez qu'il y a là, il y a un réseau social uniquement pour les agents IA où ils s'entreforment entre eux. Mais c'est rien que le fait d'y penser qu'il y a des agents IA, par exemple, vous pouvez mettre votre agent IA dans le réseau social et il va auto-apprendre des trucs, etc. Vous allez stocker ça donc sur un deuxième ordinateur, etc. Mais c'est juste dingue, c'est ouf. Et donc, où est-ce qu'on en sera encore une fois dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans donc, et c'est là où je mets juste la petite sonnette d'alarme, c'est que quand je vois des personnes qui achètent du Adobe avec des valorisations sur 10 ans dans ce secteur-là, entre guillemets, mais je me dis, mais on ne sait même pas où ça sera dans 6 mois. En fait, on n'a plus de... Enfin, on a la prédictibilité sur les entreprises, sur les entreprises qui ont un lien avec cette partie IA, etc., mais est vraiment été divisé par 10, moi je trouve. Et donc, c'est pour ça que moi, je vais mettre une prime dans mes investissements sur la prédictibilité et sur des secteurs comme Parex, le pétrole. Vous achetez un truc à 2 fois les bénéfices, ça ne va pas bouger. L'huile de palme, ça ne bouge pas. Le tabac, ça ne bouge pas. Ce type d'entreprise-là, les minières dans l'or, dans l'argent, etc., ça bouge très peu. Mais toutes les boîtes comme CRM, comme Salesforce, etc., ces boîtes-là, je pense qu'il faut vraiment faire attention au prix auquel vous l'achetez
et que quand vous avez là, voilà, des multiples, là, on se négocie à 15 fois les free cash flow, je crois, sur Salesforce, en fait, c'est peut-être assez cher, en fait, finalement. Parce que si on part du principe que Salesforce, en termes de sièges utilisateurs, et qu'en fait, une entreprise actuellement, elle a 2000 sièges, demain, elle passe à un seul siège parce que l'IA, il fait les 1099 sièges restants, en fait, les revenus de Salesforce ne vont pas baisser de 10%, vont baisser de 90%. Et ça, c'est des choses qui peuvent se passer. Donc, alors oui, Salesforce, évidemment, ils sont dans le coup. Évidemment, ils ont les agents IA. Évidemment, ils ont tout ça. Mais dans tous les cas, le business model va changer. Et si on a un business model qui change, partir du principe que Adobe, c'est parfait parce qu'on a des marges de 30%. Oui, mais si le business model change demain, en fait, il n'y aura peut-être plus des marges de 30%. Et en fait, il est là tout le point. Donc, je ne suis pas pessimiste. Je veux pas être pessimiste, etc. Mais ouais, en fait, c'est de plus en plus chaud quand même, je trouve, de faire des valorisations sur ce type d'entreprise-là. Et c'est pour ça que en fait, moi, sur la partie tech, j'avais pas ce raisonnement-là en 2022, 2023, 2020, tous ces trucs-là. Mais je pense que peut-être que... Parce que moi, je suis convaincu par contre que l'IA, ça va être révolutionnaire. Je suis convaincu que ça va tout changer, que ça va certainement augmenter les marges, etc. etc. Bref, ça va générer plus d'argent. Mais sur quelle entreprise? C'est ça la question. Sur Adobe, sur PayPal, sur Amazon, sur Google ou sur une nouvelle entreprise qui n'existe pas encore? Ça, c'est la question. Donc peut-être que pour la partie tech, se positionner sur un ETF, sur un Nasdaq pour les 10-15 prochaines années, même si le Nasdaq est élevé au prix actuel en termes de multiples, et ensuite après allouer le temps pour le stock picking et aller se casser la tête sur des petites small caps totalement décotées au fin fond du monde, à Singapour, dans des zones géographiques totalement délaissées, sur des business avec des valeurs tangibles, corporelles, peut-être que c'est plus pertinent. D'accord? Donc je ne dis pas que Adobe, j'en achète pas parce que ça va s'effondrer. Je dis que l'argent que je pourrais mettre sur Adobe, même si Adobe c'est pas cher, peut-être qu'en réalité, je préfère le mettre sur une small cap avec une valeur intrinsèque et avec une prédictibilité. Vous prenez du charbon. HTC, c'est une boîte qui a fait 100%. C'est une boîte dans le charbon. Il y a des mines de charbon. Le charbon, on en utilise tout le temps. Donc, vous voyez, ça se passe bien. Et quand je vous parle d'ETF sur la partie tech, c'est en faisant référence à ce graphique-là. Je pense que tout le monde le connaît. C'est le fameux graphique qui vous montre en fait que chaque décennie, le top entreprise change. Là, vous l'avez dans la partie monde, d'accord? Donc là, c'était que S&P 500. Là, c'est dans la partie monde. On voit que effectivement, en 79, c'était la partie énergie, toutes les boîtes énergie. En 89, c'était la partie Japon qui explosait. Dans les années 99, la partie Japon s'est effondrée, c'est la partie tech télécom aux États-Unis. 2009, c'est la partie PetroChina, ExxonMobil, tout ce qui va être Microsoft, Petrobras, China Construction. Donc c'était vraiment la partie China Commodity. Et là, en 2024, c'est la partie tech IA. Et personnellement, pour la prochaine décennie, je vois 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que c'est toujours la partie tech IA qui performe, mais pas les mêmes entreprises. Le deuxième scénario, c'est que c'est toujours la partie tech IA qui performe, et les mêmes entreprises. Et le troisième scénario, c'est que ce n'est pas du tout la partie tech qui performe et c'est peut-être même pas du tout les États-Unis qui vont performer. Mais si vous achetez un ETF tech, c'est les deux premiers scénarios, vous pouvez y jouer. Donc vous avez quand même 2 chances sur 3 de gagner, d'accord? Alors que si vous allez faire du stock picking, même si c'est la partie tech qui performe, ça sera peut-être même pas ces entreprises-là qui vont performer. Et si ça sera la partie Adobe, on n'en sait rien en réalité. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie, on va dire, incertitude qui fait que j'ai pas d'ETF actuellement dans la partie tech et je garde mes actions Google. Et voyez, dans la partie tech, voilà, j'ai vraiment du Google. C'est eux qui créent les modèles IA, donc ils sont au top du top et là-dessus j'ai confiance. Du Amazon, d'accord? Amazon également. Honnêtement, je pense qu'ils vont vraiment s'en sortir dans cette partie IA sur du long terme et ça ne remet pas en cause leur business model. Du ASML, j'en ai déjà parlé à l'instant, je suis vraiment confiant avec cette entreprise-là, même si à court terme c'est très cher, donc ça peut rebaisser, mais sur échéance 5 ans, 10 ans, je suis confiant sur cette boîte-là. Chipotle, c'est pareil, je suis vraiment confiant là-dessus. L'IA, ça peut que les aider en automatisant les cuisines, etc., en pouvant augmenter le débit du nombre de personnes qui peuvent servir dans un intervalle de 15 minutes. Donc pour moi, c'est OK. Tout ce qui va être du Mastercard, pareil. Mastercard là-dessus, on est vraiment très très bien positionné selon moi et d'ailleurs voilà, c'est une entreprise qui a légèrement augmenté là, avec la baisse. Du Parex, j'en parle même pas, c'est exceptionnel, là j'ai 40 000 $ dessus et c'est sur ce type d'entreprise là que je vais vraiment allouer mon capital sur les prochains mois, sur les prochaines années. C'est des entreprises qui sont extrêmement simples à prévoir et simples à acheter avec des business models simples, d'accord? Parce que également, évidemment que Adobe, c'est hyper simple à comprendre. PayPal, c'est hyper simple. CRM, c'est hyper simple. Un enfant de 15 ans, il pourrait comprendre. Donc, ne vous méprenez pas. Ce qu'on vous demande dans l'investissement, c'est pas de comprendre un business model. C'est de pouvoir déterminer où est-ce qu'il sera dans 5 ans et les différents steps qui peuvent interférer dans votre scénario que vous en prévoyez dans 5 ans. C'est ça qu'on vous demande. Et donc, oui, du Parex ou du CRM,
c'est deux trucs qui sont au niveau de la compréhension du business que vous pouvez en avoir, globalement, c'est à peu près pareil. Sauf qu'il y en a un, il y a beaucoup moins d'inputs qui peuvent rentrer en compte, il y a beaucoup moins, le marché va pas se faire disrupter de la même manière, d'accord? Et pareil pour la partie ensuite immobilier, les rates, un truc comme Rate Income en fonds de portefeuille, mais c'est exceptionnel. La l'IA, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la partie IA avec ce genre de boîte? Alors ouais, après, je l'ai extrêmement bien acheté, comme toutes les entreprises que j'ai, et c'est là également où vous devez vous différencier. C'est, comme le disait d'ailleurs, je vais vous faire une parenthèse, j'espère que vous allez entendre, là je vous ai mis le dernier podcast de Damo Daran, c'est entre guillemets le doyen de la valorisation. Warren Buffett en parle dans ses conférences Berkshire Hathaway pour vous donner un peu le niveau de la personne. Il est prof à Saint Business School, donc New York, c'est devant Harvard, c'est la top 1 école en termes de finance. Et donc voilà ce qu'il met dès l'introduction. Investing is about buying something at the right price. It's not about buying great companies. It's not about buying superior management. It's about buying at the right price. And that animates almost every one of my choices. Donc là, il caricature vraiment le fait que voilà, actuellement, toutes les personnes en fait là, se sont entre guillemets totalement engouffrées dans le biais YouTube, dans tout le biais quality. Achetez les boîtes, ça a 40 fois les bénéfices, c'est prédictible, ça a fait 20% par an dans le passé. Vous inquiétez pas, quand il y a des euros de plus de 20% avec des marges de plus de 17,5% et des rachats d'actions, c'est une entreprise qui fait 17% par an de toute façon sur les prochaines années. Mais non, en fait, c'est pas ça qu'il faut. Il faut acheter un truc à un prix juste. Et le problème, le prix juste, sur quoi est-ce que vous le calculez le prix juste? Vous le calculez sur, non pas le passé, parce que les boîtes changent, vous le calculez sur le futur. Mais comment est-ce que vous pouvez prévoir le futur? Oui, en regardant le passé, mais surtout en comprenant, et c'est là où je reviens, au business model. Mais en comprenant un business model qui vous permet de voir le futur. Je comprends l'IA, j'arrive pas à prévoir le futur avec l'IA. Je comprends le pétrole, j'arrive à prévoir non pas le prix du pétrole futur, mais j'arrive à voir que mon entreprise, comme pareil que j'ai acheté à 2 fois les bénéfices, avec zéro dette, du cash au bilan, un netback de $35 par baril. Donc là, je peux me dire, tiens, ok, peut-être que je ne sais pas où sera le baril de pétrole dans 5 ans, mais est-ce qu'il sera en dessous des 35? Très peu probable en termes de probabilité. Et c'est seulement s'il est en dessous des 35 que je perds de l'argent. Donc déjà, le pari du pétrole, j'ai quand même une énorme marge de sécurité. Si jamais je commence à perdre de l'argent en dessous des 35, mon entreprise, elle a la solidité financière pour justement y faire face pendant quelques années. Et si par contre le baril est à $60, ok, j'ai toutes les réserves de pétrole dans Parex, tout est audité, je peux les actualiser pour avoir leur fair value actuellement en termes de bénéfices nets. Et d'ailleurs, c'est dans la présentation des investisseurs, ils le font pour nous-mêmes. Et dans Parex, on avait 3 milliards de bénéfices nets en termes de réserves qu'on était sûr à 90% d'exploiter si le baril restait à $60. Donc je savais que j'achetais Parex à 2 fois les bénéfices, etc., etc. Si le baril restait à $60, il y avait 3 milliards uniquement en termes de réserves. Donc, on a une boîte qui a explosé en bourse. Et là, en fait, vous avez beaucoup moins, vous avez beaucoup moins de chances de vous tromper, d'accord? Donc, parenthèse fermée, encore une fois, je ne jette pas la pierre aux personnes qui ont des portefeuilles majoritairement tech, majoritairement SaaS. En fait, c'est tellement simple de ne pas tomber dans le piège, parce qu'on ne sait pas encore si c'est un piège, mais c'est tellement simple de les avoir en portefeuille, mais là également, ça doit vous tirer la sonnette d'alarme. Tout ce qui est évident, tout ce qui est simple, souvent, ça ne fonctionne pas, d'accord? Quand vous avez des boîtes dont tout le monde parle, vous prenez du PayPal ou du Adobe, vous mettez ça sur YouTube, vous avez des centaines de vidéos chaque semaine. Bon, avec des mecs qui disent que ça va faire faillite et d'autres qui disent que ça va augmenter 1000%, mais vous en avez des centaines. Sur n'importe quel forum, tout le monde en parle. Où est-ce que vous avez votre avantage à aller sur ce type d'entreprise-là, d'accord? Soit tout le monde va s'enrichir massivement en même temps, ou soit ça va être un peu plus compliqué que ça, d'accord? Et c'est vrai que de l'autre côté, quand on parle de small cap, etc., acheter une entreprise vraiment décotée, en Colombie, à Singapour, etc., évidemment que c'est beaucoup plus dur. Déjà, vous prenez du Parex, il n'y a aucune vidéo sur YouTube. Vous prenez des boîtes dans l'île de Palme, il n'y en a aucune des vidéos sur YouTube. Donc il faut vous-même aller regarder les rapports annuels, les conférences calls, le management. Et ça, déjà, c'est un travail que pour 99% des investisseurs, ils n'ont pas le niveau, donc ils ne vont pas le faire, d'accord? C'est pour ça que c'est la facilité d'aller sur des boîtes comme Adobe, comme PayPal. Bien qu'encore une fois, je ne dis pas que ça va jamais remonter, mais si vous en avez dans votre portefeuille, c'est-à-dire que si vous avez une connexion sur PayPal, sur Salesforce, sur Adobe, ok, très bien. Mais j'espère vraiment, et ça c'est là un conseil, ayez d'autres secteurs, d'autres industries, d'autres zones géographiques, d'autres devises également dans votre portefeuille, d'autres expositions sur des cycles économiques. Vous avez par exemple l'expansion, où là, la partie financière, la partie tech va bien performer. Vous avez le cycle économique où ça va être slowdown, ralentissement. Le cycle récession, le cycle recovery, où là par exemple la partie rate, ça performe bien historiquement. Donc là, on est clairement dans la partie cycle où la partie tech, finance augmente. Mais on n'en sait rien de ce que sera fait demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et c'est précisément pour ça que votre portefeuille doit non pas être diversifié, mais décorrélé. Si vous saviez le nombre de personnes que j'en appelle qui ont des
des portefeuilles avec une cinquantaine de lignes, mais en réalité, mais que des boîtes, bah voilà, comme ce que vous avez devant l'écran, des boîtes tech, etc., ou qui se rapprochent de la tech, mais ça ne sert à rien. Si demain, on a un changement de cycle économique, si demain, on a un ralentissement, leurs portefeuilles vont s'effondrer, même avec une cinquantaine de lignes. Il faut que vous soyez décorrélés. Et un portefeuille décorrélé, une quinzaine de lignes, c'est largement suffisant. Allez, 20. 20, si vous avez vraiment un gros portefeuille. Ouais, si vous commencez à avoir 500 000, 1 million, 2, 3, 4 millions, effectivement, ça va être compliqué de mettre 300 000 par ligne, psychologiquement parlant, sur les premières années. Ensuite, après, vous verrez qu'il n'y aura aucun problème. Mais voilà, une quinzaine, vingtaine de lignes maximum, c'est largement suffisant pour vraiment se décorréler. Et ayez des convictions, d'accord. Également, moi, ce que je remarque, c'est que la plupart des personnes qui ont des portefeuilles tech, ils ont genre 10 lignes, 15 lignes. Ils n'arrivent pas à faire le choix entre du Microsoft, du Amazon, du Google, du Adobe, du PayPal. Ils les ont toutes. Autant acheter un Nasdaq, encore une fois. Ouvrez le Nasdaq sur un nouvel onglet. Vous mettez le nom des entreprises. Là, je suis sur Nasdaq. Le gros problème de cet indice, c'est que j'ai envie d'acheter toutes les boîtes qu'il y a dedans. Nvidia, j'ai envie de toutes les acheter, d'accord. Et j'ai vraiment littéralement du Costco. C'est des boîtes exceptionnelles. J'ai envie de les acheter, d'accord. Bon, je peux pas toutes les acheter. Donc, soit j'en achète que 2 maximum, ou soit je les achète toutes, mais j'achète l'ETF Nasdaq dans la globalité, d'accord. Mais je peux pas faire d'entre-deux. L'entre-deux ne fonctionnera jamais dans l'investissement. Bon, ok. Donc ça, c'était quand même là, l'introduction était très très longue. Et ce que je vous propose de faire pour la tier list, c'est de classer ces entreprises-là en prenant, oui, en compte la valorisation, mais surtout en prenant en compte l'impact que peut avoir l'IA en termes de prédictibilité. Et par exemple, si je commence par du PayPal, ça peut être un petit peu vous choquer, mais en fonction de la valorisation et de ce que peut réellement faire l'IA sur la partie PayPal, je la mettrai peut-être en fait en S. Pourquoi ? Puisque le gros problème de PayPal, on va se mettre ensemble sur le rapport trimestriel, c'est la partie marge et la partie mix entre la partie checkout, donc PayPal. C'est là où en fait ils ont la marge la plus élevée. Vous savez, c'est quand vous avez le bouton PayPal qui s'affiche et vous pouvez payer avec ce bouton-là. Là, c'est directement, ça appartient à PayPal. PayPal, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que quand vous allez sur la partie Braintree, etc., là, en fait, vous avez du processing, enfin, vous avez une marge qui est diluée puisqu'il y a un intermédiaire qui prend un frais, ok ? Et donc là, effectivement, on a la partie la partie TPV qui a augmenté, donc le volume total qui a augmenté, mais la partie vraiment marge qui a légèrement diminué. Et donc la partie la plus premium de PayPal, c'est cette partie checkout. Et quand on va voir dans le rapport de PayPal, je vais descendre, je zoome, on a la partie donc brand checkout, ok, qui est passée de 6% de taux de croissance en 2024 à 4% en 2025 et à seulement 1% sur le Q4 2025. La partie la plus premium de PayPal s'effondre. C'est pour ça que l'action en bourse a largement baissé et a été dépréciée. Vous rajoutez à ça toute la partie concurrence, Apple Pay, Stripe, Shopify, etc., etc. Ça fait qu'en fait, en réalité, PayPal actuellement, ok, on a effectivement, on l'a vu ensemble, des buybacks massifs. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, là, le nouveau management, il y a eu un nouveau management, il vous dit, en fait, oui, on a du buyback massif, mais on ne va pas l'allouer en rachetant les actions, on va l'allouer en essayant d'être, en reprenant les places qu'on a perdues dans le classement des concurrents, en essayant de nouveau être top 1. Dans ces cas-là, ils vont allouer énormément de milliards là-dedans. Si jamais on réussit, ce sera la success story et ce sera le turnaround qui sera incroyable dans la partie tech. Si jamais ils échouent, dans ces cas-là, PayPal au prix actuel, c'est quand même encore un petit peu cher puisque en fait, la lumière qu'ils génèrent actuellement, si jamais ils échouent, ça admet que les milliards vont diminuer. Donc s'ils en crament une partie là actuellement en réinvestissement, qu'il n'y a pas de ressources d'investissement et ensuite, après, ils commencent entre guillemets à abandonner la partie investissement et faire des rachats d'actions et que depuis, le bénéfice a été divisé par 2, dans ces cas-là, vous comprenez bien que la valorisation actuelle n'est pas si intéressante que ça. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc là, ici, vous pourrez mettre sur pause. Mais c'est pour ça que pour la partie valorisation, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un scénario à 5 ans. Donc, j'ai pris d'une part la partie buyback, dans le bear case, base case et bull case. D'accord ? C'est-à-dire bear case, j'ai mis l'hypothèse qu'ils vont racheter entre 2 et 2,5 milliards d'actions. Ensuite, j'ai pris dans le bear case la croissance du business entre 0 et 2%, plus la partie buyback, on est à 6,5% par an. Avec un multiple de entre 10 et 11, on a un prix cible à 5 ans entre 60 et $70. Donc, ça fait quand même une très très belle marge de sécurité sur PayPal au prix actuel. C'est-à-dire que là, en termes d'upsale, on a à peu près du 75%.
d'augmentation dans le bear case. Dans le base case, c'est de plus de x2. Dans le bull case, vous faites du x3 sur votre investissement. Donc, c'est effectivement intéressant. Ok. Et c'est vrai que pour ceux qui suivent mes vidéos depuis pas mal de temps, vous savez très bien que PayPal, moi, ça a toujours été une boîte sur laquelle j'ai entre guillemets un peu tapé dessus et sur laquelle j'ai jamais voulu mettre un seul centime. Mais voilà, là, on arrive à des nouvelles valorisations qui font que, en réalité, on pourrait même faire une valorisation bear case en fait où vous avez un rendement négatif et ça se trouve on serait sur la fair value actuellement. Et je pense que c'est ça également il faudrait peut-être commencer à inclure dans les valorisations qu'il y a des boîtes tech qui peuvent avoir des rendements négatifs, qui peuvent avoir une perte concrètement. Donc, est-ce que la valorisation actuelle prend en compte que le business, carrément, va peut-être perdre de l'argent sur les prochaines années? Là, on n'en est pas encore là, d'accord? On n'en est pas encore là. Ensuite, je me mets sur du Booking que je mettrai en A. Alors, pourquoi en A sur du Booking? Vous allez voir que c'est très, très, très intéressant parce que Booking, c'est l'une des peut-être seules entreprises qui ont enregistré un impairment, c'est-à-dire une perte, une dépréciation d'actifs sur la partie Kayak, donc le site internet qu'ils possèdent, parce qu'ils ont eu une augmentation du coût d'acquisition client. C'est pas historique, mais je trouve que ça va bien dans la lignée de cette partie IA, etc., où en fait il y a certainement de moins en moins de personnes qui utilisent effectivement en fait, les moteurs de recherche, etc., pour aller sur le site de Booking. Et peut-être que de plus en plus de personnes vont dans le futur également utiliser la partie IA pour directement faire leur booking sans même aller sur leur téléphone, sans même regarder, etc. Ils vont juste avoir la synthèse par écrit de leur IA. Mais je commence juste par la fin. Donc voilà, Kayak signale sur le risque. En fait, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un enregistrement d'un impairment de 457 millions sur Kayak. En gros, ça veut dire qu'ils ont déprécié la valeur de Kayak qu'on avait au bilan. Ok. Et donc ça, ils l'ont mis dans le compte de résultat. Donc voilà, les prévisions de cash flow ont été revues à la baisse en raison d'une hausse attendue des coûts d'acquisition dans le futur. Ils ont prévu que dans le futur, le coût d'acquisition client va augmenter sur Kayak. Traduction investisseur, Booking admet noir sur blanc que le modèle économique MetaSearch est structurellement sous pression. MetaSearch, vous cherchez sur Meta par exemple. Dépendance, ce modèle dépend trop des plateformes de trafic Google et devient mécaniquement moins rentable. Et hausse du coût d'acquisition client. Si le coût d'acquisition client augmente, ça signifie que tu payes plus cher pour le même trafic. Donc Kayak paye plus cher pour le même trafic. Okay, le volume de trafic gratuit organique il diminue et la qualité du trafic baisse, taux de conversion plus faible. Donc les marges diminuent, le cash flow diminue, la valeur d'unité diminue. Impairment, on déprécie l'actif. C'est ce qui s'est passé actuellement concrètement sur Kayak. Donc je me remets maintenant sur Booking. D'ailleurs, Booking, ça également, c'est une très 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 belle entreprise moi, que j'aime beaucoup, là, donc, qui baisse fortement. On a actuellement un peu de 28. On a donc actuellement, en fait, on a un rachat d'actions, etc. Une boîte qui est extrêmement solide, un management qui est très très bon. Hein. Le management de Booking est très très bon. Ils ont des bonnes stratégies là pour contrer entre guillemets, si je pourrais dire l'IA. Ils ont une dette de 17 milliards, mais avec une dette nette de zéro, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont 16 milliards de dettes. Ils ont 16 milliards de cash avec 17 milliards de dettes, donc ils ont autant de cash que de dettes. Donc non, c'est une belle boîte, rachat d'actions, etc. En fait, c'est vraiment une machine à cash dans le travel, donc dans le voyage, grâce à un inventaire massif et une marque très très forte. Ils ont énormément d'offres. Le secteur est cyclique, mais Booking investit son cash en buyback agressif. Donc le débat pareil structurel sur Booking, c'est l'IA, donc Google et les super apps vont-elles désintermédier les OTA, donc les trucs comme Booking? Et la réponse de Booking, c'est ils vont faire ils vont connecter leur app globale pour justement contrer un peu cette partie-là. Mais c'est vrai que la partie super app, etc., où tu demandes juste à ton IA de te réserver ça, franchement, il va y avoir de moins en moins de friction et donc les personnes, encore une fois, font de moins en moins passer par des boîtes comme Booking. Et effectivement, donc là, le contexte des OTA, donc c'est Online Travel Agency et le mode de Booking. Bon, pour la partie pourquoi est-ce que ça baisse, c'est très simple. Risk-off le multiple, compression automatique de multiple quality quand le marché a peur, plus sa partie sensibilité macro. Booking, on est exactement un type d'entreprise qui vont vraiment ramasser si demain il y a une récession et les consommateurs américains n'ont plus d'argent pour partir en vacances. On est vraiment là-dessus. Sur les premières coupes de dépenses, c'est la partie vacances et la partie voyage. Et deuxièmement, on a vraiment la peur que les assistants IA, Google ou les super apps volent le trafic direct. Et ça, c'est pas une peur, c'est une anticipation. Deux choses différentes. La partie volatilité, ensuite la partie travel, secteur cyclique par nature, un sentiment macro qui va impacter immédiatement les réservations à court terme. Donc la partie mode et réponse, on va mettre une offre massive plus une machine marketing impossible à répliquer rapidement. On va mettre beaucoup plus d'offres, meilleure conversion, plus de trafic gratuit. La partie buyback qui va être allouée directement à la partie rachat d'actions pour doper comme ça leur ligne per share et la rentabilité des actionnaires et leur stratégie.
tout faire au même endroit, vol, hôtel, plus la partie location de voiture, etc. pour verrouiller le client, ça j'y crois. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'augmenter le mix de trafic direct. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure, mais c'est la partie, je pourrais même également me mettre ici sur Booking Holding. Donc Booking, on voit qu'on a un forward P de 16, de 14. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie revenu par segment. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la partie ici, combien est-ce qu'ils vendent également de nuit, quoi. Donc là, on voit que c'est quand même pas mal quand on est sur du... en fait, on a une augmentation quand même de 20% sur les 5 dernières années, de 8% sur les 2 dernières années et de 8,8% sur l'année en cours. Donc on a quand même une belle croissance. Et si on arrive à augmenter comme ça les marges avec la partie mix au niveau du revenu, est-ce qu'on va plus faire de l'advertising, de l'agency qui est en baisse, hein, agency, vous voyez, on a quand même une baisse notable de 9 milliards à 8 milliards. Donc, est-ce que tout ça, en fait, on va pouvoir augmenter le mix là-dedans? Donc pareil, ça je vous le mettrai, enfin vous le mettez en pause pour lire. J'accélère un petit peu. Et donc la partie valorisation sur Booking, qu'est-ce que j'ai pris en compte? Eh bien un bear case avec un yield de 2%, donc sur la partie buyback. Le base case 3%, bull case 4% net en rachat d'actions. Donc par la partie croissance du bénéfice net sur la partie bear case. Donc j'ai pris en compte vraiment la partie OTA qui diminue, donc dans la globalité, le coût d'acquisition client qui augmente et le take rate qui diminue. Donc là en fait on serait avec un earning per share qui augmente de 8% par an et en fait on aurait la fair value actuelle. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment un truc qui fait rien sur les 5 prochaines années avec un peu de sortie à 18. Le base case, donc là on est à 12% de taux de croissance annuel composé, enfin de l'earning per share en taux de croissance annuel composé. On a un peu de sortie de 22, donc là on serait à 7,7% par an de rendement. Et le bull case, on serait à 13,4% de rendement par an. Donc selon moi sur Booking c'est très simple, le risque c'est la partie coût d'acquisition client qui augmente, d'accord. Après je vais nuancer la partie IA. C'est-à-dire que oui, dans pas si longtemps que ça, et c'est déjà actuellement possible, mais ça va être de plus en plus démocratisé de simplement prendre votre agent IA sur votre téléphone et de lui monter le truc qui va vous sortir le truc personnalisé pour vous qui vous correspond et vous n'aurez plus besoin d'aller sur Booking. Mais je pense également que même s'il sera possible de le faire, la majorité des personnes ne le font pas. Et vous voyez, aller chercher, préparer les vacances, ça fait partie des vacances, je pense. Donc il y a des personnes il faut faire la différence entre de l'optimisation, un gain de temps évidemment passé par votre IA. Et également, bah oui, vous n'optimisez pas en allant sur Booking, etc. quand ça sera possible d'aller sur l'IA, mais il y a plein de personnes qui préféreront quand même aller sur la partie Booking en direct, regarder leur site, comparer, etc. parce qu'ils ont envie de le faire et ça fait partie, comme je l'ai dit, de la partie vacances. Et quoi qu'il arrive, je pense que Booking en a encore sous le pied pour faire la partie connected trip, donc tout au même endroit avec la partie vol, hôtel, etc. pour encore une fois simplifier cette partie trafic. Et ce qui est vrai que là, en fait, actuellement, vous devez à la fois attirer du trafic sur la partie vol, sur la partie hôtel, sur la partie auto, où à chaque fois, en fait, les personnes s'en vont, d'accord, s'en vont. Alors que si vous mettez tout au même endroit, vous attirez un seul client et vous le fidélisez dans l'écosystème et évidemment, donc, vous créez de la synergie et vous augmentez de la long-term value de chaque client. Et c'est ça qu'ils essayent de faire. Et je pense que là-dessus, franchement, ils ont encore des optimisations à faire. Donc c'est pour ça que Booking, je le mets en A. L'entreprise en bourse a bien baissé. Et moi, je pense vraiment que sur Booking, on peut avoir le base case. Et base case, ça serait à peu près du 7-8% par an. Et on pourrait même avoir plus. On peut même être surpris, etc. Mais en bref, c'est une boîte qui là, en fait, le plus gros risque sur Booking, c'est si demain, voilà, pas une récession, mais un ralentissement économique. Et dans ces cas-là, là, le prix en bourse peut vraiment se faire slasher. Et là, vous pouvez avoir un risque. Mais voilà, le risque viendrait plus du ralentissement économique que l'IA là sur les 5, 6, 7 prochaines années selon moi pour Booking. Ensuite sur Adobe, franchement, c'est délicat parce qu'en termes de valorisation, je le mettrais en S, mais en fait, en termes de business model et tout, je le mettrais en B ou en C. Ouais, je sais pas trop en B ou en C, mais en fait, ce qui me plaît vraiment pas sur Adobe, c'est leur positionnement, quoi. En fait, tout le positionnement qu'ils ont sur la partie Marketo, sur la partie Midjourney, enfin Optimizer, etc. Alors attendez, je me mets sur Adobe ici. Bon, je me suis carrément mis sur les slides quand j'avais fait le deep dive sur Adobe. Mais en fait, effectivement, alors déjà pour cette partie-là, oui, Adobe, il y a 3 parties. Il y a la partie, on va dire, que tout le monde connaît, voilà, Adobe, Photoshop, Illustrator, Adobe Express. Donc là, la concurrence, c'est Canva. Ici, la concurrence pour Photoshop Affinity, c'est plutôt, enfin Photoshop, excusez-moi, Illustrator, la concurrence, c'est plutôt Affinity. La concurrence de Premiere Pro sur Adobe, c'est DaVinci Resolve, par exemple. Pour la partie 3D, c'est Blender. Voilà. Ensuite, après, il y a Firefly. Adobe a créé justement l'IA Firefly pour que les utilisateurs d'Adobe gagnent énormément de temps. Ok ? Et ensuite, il y a toute la partie ici business et B2B, B2C. Donc, journée optimizer B2C et Marketo B2B.
Alors, on va commencer par cette partie-là. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a 6 mois, on en était resté au OK, est-ce que Figma, c'est meilleur que Adobe XD ou est-ce que Canva, c'est meilleur qu'Adobe Express ou est-ce que Premiere Pro, c'est meilleur que DaVinci Resolve? Et si c'est meilleur, peut-être parce que c'est DaVinci Resolve, en vrai, il a des aides avec une IA qui est meilleure. Dans ces cas-là, ils ont mis Firefly. Là, on n'en est plus là. Moi, par exemple, j'ai un ami là à Dubaï, donc qui, avec OpenClaw, sur son deuxième ordinateur, etc., il a tout paramétré, etc. Et en fait, pour chaque vidéo, chaque contenu qu'il va faire sur les réseaux, OpenClaw directement va se connecter avec Nano Banana Pro, d'accord, sans rien faire. Et en fonction de la vidéo, il va aller analyser sur YouTube à peu près les mêmes vidéos qui ont bien marché, les miniatures, donc les vignettes de ces vidéos-là, et l'IA va lui sortir une dizaine de variantes de miniatures avec sa tête, avec tout, etc., prête à l'emploi. Donc en fait, c'est même plus est-ce que c'est facile d'utilisation, c'est que maintenant, carrément, on n'a plus besoin de l'utiliser. En fait, l'IA le fait tout seul. On n'a même plus besoin d'aller sur Firefly, on n'a même plus besoin d'aller sur Canva. Donc c'est pour ça que, et ça a changé là, en 10 jours. Donc, en fait, la thèse vraiment change. Donc, en fait, si vous n'avez même plus besoin d'aller sur l'IA, à quoi bon optimiser du Canva? Grosso modo, vous voyez, je caricature le truc, mais on n'en est pas loin, on en est pas loin. Et ensuite, pour la partie, donc, tout ce qui va être journée optimizer, où là, encore une fois, je vous avais mis des exemples, je reprends le même, mais en gros, voilà, c'est si moi, je suis un client, par exemple, et que demain, je vais sur un site internet, par exemple sur Amazon, et que j'abandonne mon panier, eh bien, il faut absolument qu'Amazon m'envoie un mail avec un push, c'est-à-dire que tiens, comme par hasard, le truc que tu avais mis au panier que tu as abandonné, il a à moins de 10% de réduction, d'accord? Et si demain, moi, j'ouvre l'application, il faut que Amazon me remontre le même truc avec un moins 10% et avec ça se finit dans 3 heures, par exemple, okay, pour que j'aille acheter. Ce genre de choses, encore une fois, si vous branchez une IA, l'IA à votre site internet, en fait, l'IA envoie le mail automatiquement. Parce que là, l'IA actuellement, que je vous ai présenté, dont je vous ai parlé là, au début de la vidéo, est capable de prendre sûrement le contrôle et donc d'envoyer les mails en automatique, etc., de son côté en autonomie, d'accord? Donc oui, c'est pas optimisé. Là actuellement, c'est pas, comment dire, une grosse entreprise ne pourrait pas passer par ça actuellement. Mais ça nous donne une perspective de ce qui sera possible de faire. Donc, un truc comme Journal Optimizer, peut-être qu'en fait, au final, ça va se faire disrupter par un abonnement à 20 € par mois. Alors qu'actuellement, il y a des entreprises qui payent des abonnements, mais des sommes juste énormes, d'accord, pour avoir accès à ça. Et donc, effectivement, Adobe, aujourd'hui, oui, évidemment que c'est une machine à cash, évidemment que ça imprime du cash, évidemment que certainement, dans un an, ça imprimera toujours du cash. Mais ce que je veux juste vous mettre en perspective, c'est qu'on est passé, du step, l'IA, c'est une aide à la décision, l'IA, ça nous facilite les tâches, etc., à un step où là, l'IA concrètement fait la tâche pour nous. Elle fait ça pour nous. On lui envoie un message vocal, on lui dit ok, tiens, fais-moi un graphique en 3D avec ça, fais-moi un site internet avec ça. Elle le fait directement, d'accord? C'est plus seulement une aide. Elle prend le contrôle du truc et elle va directement faire la tâche, faire les exemples, itérer en interne, etc. Et donc en ce sens, est-ce que vraiment il y aura en fait des personnes qui vont encore utiliser Photoshop? Peut-être pas. Peut-être qu'en fait, maintenant, tu mettras ta photo dans Photoshop et c'est déjà actuellement ce qui se passe. D'ailleurs, je vais faire un petit spoiler. En gros, là, j'ai payé quelqu'un pour qu'il me refasse une partie du site internet. D'ailleurs, il utilise Figma, il n'utilise pas Photoshop, la partie Adobe, parenthèse fermée. La photo que là, vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que si je zoome quand même, la qualité est quand même assez bonne, vous me direz, d'accord? Cette photo-là est 100% par IA. Il m'a fait plein de déclinaisons possibles, etc. Là, il faut que je choisisse laquelle mettre. Là, il a mis celle-ci par défaut, avec différentes couleurs de polo, de machin, de trucs, la totale. Il l'a fait juste avec un screen qu'il a pris sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une photo que j'aurais pu faire chez un photographe en payant je ne sais pas combien, en passant 6 heures à faire différentes lumières, etc. Instantanément, il a plugué un screen de ma tête à l'arrache avec une qualité médiocre. Il l'a mis dans l'IA. Il a mis un prompt avec message vocal et ça lui a sorti une vingtaine de déclinaisons. Donc oui, c'est en train de tout remettre en cause et il y a énormément de choses qui vont changer, d'accord? Donc ça, c'était pour le petit insight, mais des trucs comme ça en fait, et ça c'est genre même pas un dixième, même pas un centième de ce qu'il est actuellement possible de faire, quoi. Là, actuellement, maintenant. Donc effectivement, tout ça pour dire que le débat d'il y a 6 mois sur Adobe, oui, est-ce qu'il faut utiliser Photoshop ou est-ce que c'est Affinity qui va gagner? Ah mais non, en fait, il y a Firefly. Donc il y a Adobe qui a sorti Firefly, donc il faut rebasculer sur Photoshop. En fait, là maintenant, il y a même plus, on n'utilise même plus aucun des trois. On a directement une IA sur Telegram sur notre téléphone et on lui plug une image. Elle va
chercher le meilleur truc et elle va nous mettre une vingtaine de variantes. Et en fait, vous n'avez même plus besoin d'utiliser ces trucs-là, quoi. Et encore une fois, c'est vrai que je suis quand même choqué de voir la qualité de l'image, etc. Alors que ça, c'est là 100%, chaque texture, etc. C'est directement fait par l'IA, quoi. Avec encore une fois une image que j'ai donnée en très 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 mauvaise qualité. D'accord. Voilà, donc, et puis d'ailleurs, après, par exemple, Elon Musk, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais selon lui, en 2030, il y aura un revenu universel pour 99% de la population, puisqu'en fait, selon lui, en 2030, il n'y aura plus un seul, quasiment, il n'y aura plus une seule tâche qui ne pourra pas être faite par l'IA et qui ne sera pas mieux faite par l'IA. Toute la partie, par exemple, métier manuel, avec Optimus, donc avec la partie robotique, voilà, il dit que là, échéance quelques années, quelques mois, plutôt quelques années, la dextérité d'un robot sera meilleure que celle d'un humain. Donc toute la partie métier manuel, même lui, Elon Musk, il prend l'exemple de la partie chirurgien. Dès qu'on aura un robot qui, dans quelques années, on ne parle pas de siècles, on ne parle pas de décennies, on parle d'années. En années, les robots vont pouvoir opérer à cœur ouvert avec une probabilité d'erreur de zéro quasiment. Que vont faire les chirurgiens, par exemple? À quoi est-ce qu'ils vont servir? Tout, en fait, il y a des changements de paradigme qui arrivent. Et voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que ça, en tant que nous investisseurs, il faut quand même le prendre en compte. Et c'est pour ça qu'en ce sens, sur Photoshop, peut-être qu'ils vont tirer leur épingle du jeu, peut-être qu'en fait, ils vont mettre des apps. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais une chose est entre guillemets presque sûre, c'est que le business model d'Adobe va totalement changer. Peut-être qu'il va changer en positif, c'est-à-dire qu'ils vont totalement pouvoir surfer sur cette nouvelle vague, mais peut-être que pas. Mais en attendant, le business model qu'ils ont actuellement, avec les marges qu'ils ont actuellement, il y a très peu de chances qu'ils aient le même dans 2, 3, 4 ans. Et vous pouvez même dire l'inverse avec la photo que je vous ai montrée. Alors c'est un truc parmi tant d'autres, mais c'est vrai que ça, normalement, il fallait passer par du Photoshop, par du Illustrator, etc., avec des détails, en passant je sais pas combien d'heures. Là maintenant, vous n'avez besoin, encore une fois, de passer par aucun de tous ces trucs-là, et vous avez un rendu qui est quand même extrêmement pertinent et extrêmement bon. Donc c'est pour ça que Adobe, je le mets en B, je le mets en C. En fait, en réalité, c'est juste l'incertitude. J'en sais rien, d'accord? J'en sais vraiment rien. Peut-être qu'en fait, du jour au lendemain, en fait, parce que vous avez des bons comme ça technologiques, et peut-être que d'un seul coup, en fait, peut-être que dans 6 mois, il y a une IA qui va sortir et qu'il là, il y aura plus aucune friction, que monsieur tout le monde va pouvoir utiliser, qu'elle va parfaitement tout comprendre et qu'effectivement, même le petit particulier, la personne qui n'a même pas ouvert encore ChatGPT va pouvoir s'en servir et en fait va pouvoir effectivement en temps réel faire des trucs dingues, etc. Et là, du jour au lendemain, en fait, il n'y a plus d'abonnement sur Adobe, etc. Et ça peut arriver, une disruption technologique. Encore une fois, je veux pas faire peur, etc. Genre de choses, que là, il y a mille et un trucs scénarios qui peut arriver, mais c'est pour ça que j'ai pas trop de prédictibilité là-dessus. Donc voilà pour Adobe. Même chose pour Salesforce. Je sais pas trop si je le mets en A, en B. C'est pas cher, oui, c'est pas cher. Mais pareil, le nombre de sièges d'utilisateurs, on appelle ça comme ça sur Salesforce. Vous voyez, donc là, hop, je me remets ici sur la partie Salesforce. Alors pareil, hein, Adobe, voilà, si je fais la valorisation, mais encore une fois, est-ce que cette valorisation, est-ce que c'est vraiment pertinent de valoriser Adobe avec les chiffres du passé, sachant que le business model va probablement changer. Voilà, c'est ça la question. Mais là, si je fais la valorisation, on a effectivement en bear case une valorisation quand même qui prendrait sur du $400, donc du beau rendement. Pareil en base case, là quasiment ça double. Et en bull case, ça fait quasiment du x3. Donc on est pareil, on est sur des valorisations vraiment, vraiment pas chères au prix actuel. Mais encore une fois, ça émet l'hypothèse qu'on ait le même business model, les mêmes marges, tout pareil sur les 5-10 prochaines années. Et ça, il y a quand même une incertitude de ce côté-là, d'accord? Ensuite, sur la partie Salesforce, on est également en plein dans un switch avec la partie IA, avec une entreprise qui avait un moat, mais juste énorme, comme on l'a vu au début de la vidéo avec le switching cost, qui maintenant, ce moat-là, est également remis en question, d'accord? Donc oui, sur le papier, on a des boîtes qui sont exceptionnelles. Si je mets donc CRM, Salesforce, en fait, c'est des boîtes, alors il faut plutôt que je mette, je pense, Salesforce comme ça. Hop, Salesforce, on y va. On a un forward P de 14. C'est dingue. C'est la première fois qu'on a des boîtes aussi peu chères comme ça dans cette partie IA, dans cette partie SaaS, dans cette partie revenu récurrent. Ça, c'est la partie Total Performance Obligation. En gros, ça, c'est la partie backlog sur les prochaines années de Salesforce. Et il y a également toute la partie CRPO. Vous voyez, ici, là, le RPO, c'est ce qu'on a vu. Et le CRPO, c'est uniquement sur les 12 mois. D'accord? Et on a ici la partie Agent Force, où là, c'est la réponse de Salesforce sur cette partie IA. Donc oui, effectivement, en fait, toutes ces entreprises-là, même Adobe sera très bien positionné pour switcher sur l'IA. Mais le problème, c'est que si on a non pas une amélioration, mais une disruption, c'est-à-dire un changement de paradigme, en fait, Adobe, elle a beau améliorer son Photoshop, si on est passé à autre chose, c'est rien d'avoir un Photoshop amélioré. Si en fait, je peux avoir le même truc en parlant en vocal à une IA qui me donne encore une fois le même résultat. Donc là, pareil, sur la partie CRM, c'est est-ce que
finalement, l'IA va supprimer la partie CRM ou est-ce qu'au contraire, à l'ère de l'IA, plus on en aura de data, plus on pourra avoir des trucs pertinents et ces boîtes-là ont énormément de data et centralisent sur la partie data, sur la partie CRM justement. Mais encore une fois, vous l'avez compris, la question c'est quand on parle de traitement de data, là où les CRM entre guillemets ont des avantages, etc., est-ce que maintenant c'est pas plus pertinent pour une entreprise d'avoir sa propre IA? Si vous prenez l'IA dont je vous ai parlé, de mettre ça sur des serveurs indépendants, de traiter les données là-dedans. Et en fait, les nouvelles IA qu'on a, justement, sont capables de faire ça. Et c'est précisément ce qu'elles font. Et dans ces cas-là, en fait, vous centraliserez tout au même endroit en ayant en fait à la fois du Marketo et du Midjourney Optimizer de la partie Adobe, à la fois votre partie CRM data sur la partie justement, sur votre IA pour votre entreprise, tout au même endroit avec un seul abonnement, avec un truc vraiment pas cher quoi. Enfin vraiment pas cher après en termes d'utilisation évidemment ça sera cher mais 1 million de fois moins cher que ce que les gens payent, ce que les entreprises payent actuellement à Salesforce. Voilà, ça pareil, vous pourrez, voilà c'est ça en fait, tu vois, l'unité économique, qu'est-ce que c'est actuellement? Le business model, c'est ok, on va augmenter les sièges, donc le nombre d'utilisateurs, donc croissance organique avec la taille du client. Plus les clients augmentent en termes, plus le client de Salesforce augmente, plus il a d'employés, donc plus il faut qu'il y ait d'employés qui utilisent le CRM. Donc le nombre de sièges augmente, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Cross-sell des modules, ajouter la partie marketing, traitement du commerce, du sales cloud initial, etc. Monte en gamme sur la partie upsell. Donc là, on va passage aux éditions entreprises, unlimited, donc encore plus cher. Bref, en fait, vous avez vraiment comme ça des steps, mais qui peuvent être, encore une fois, tout ça remplacé par une nouvelle IA là, qu'on aurait. Donc c'est pour ça qu'en ce sens, en fait, là, qu'est-ce qu'on aurait en termes de valorisation? 3 scénarios également, la partie bear case, je vous l'ai mis ici, vous pourrez mettre sur pause. Et en fait, pareil, la question c'est comment est-ce qu'on va choisir le bon multiple sur cette entreprise-là? 3 scénarios. L'IA devient entre guillemets matérielle. Donc dans ces cas-là, si l'Azure Force effectivement se développe, Data Cloud grossisse très vite avec des gros revenus annuels récurrents, là on pourra avoir un multiple supérieur à 25, d'accord, s'ils font parfaitement le switch. Si on a un ralentissement avec la partie backlog, ça ralentit, l'IA ne compense pas, dans ces cas-là on a un multiple qui tombe et si on a les multiples qui tombent, plus la partie valorisation gap, puisque Salesforce, ils parlent en non-gap dans leur earning per share avec la partie stock-based compensation, dans du moins 25% en termes de stock-based compensation. Donc, il faut retirer ces 25%-là. D'accord, c'est quand même pas mal sur le business. Donc là, on aurait vraiment un multiple qui pourrait se compresser. Alors en dessous des 16 quoi. Voilà pour la partie Salesforce. Et donc pareil, Salesforce c'est vraiment la partie encore une fois en fait la priorité et c'est ça que valorise actuellement le marché dans toutes les parties, sur toute la partie tech, c'est ok. Ces entreprises-là elles vont certainement devoir faire un switch, changer de business model et quand on change de business model, il y a forcément un risque qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que les multiples diminuent actuellement. Donc pareil, ouais, peut-être que je le mettrai en A, peut-être que je le mettrai en B sur ces entreprises-là. Je ne sais pas trop. Ensuite, je me mets sur IMSS et R. Alors là, IMSS, pareil, je ne sais pas trop si je le mets en S ou en A, puisque là, c'est déjà un truc un peu plus spéculatif. Mais en fait, le reward est beaucoup plus important. D'accord, si ça réussit, le reward est quand même beaucoup plus important. Le prix en bourse, bon, c'est totalement effondré et là, il s'effondre encore plus. Hein. On a une boîte qui a perdu 70%. Et en fait, on a une boîte, en fait, c'est un peu comme Duolingo. C'est des entreprises qui étaient très très chères. Duolingo, ça se valorisait quasiment 30 milliards. C'est dingue, hein, ça se valorisait à 27 milliards. Bon, aujourd'hui, ça se valorise, voilà, le marché s'est calmé à 5 milliards. Bon, là, c'est raisonnable. Pareil pour la partie IMSS. C'est une boîte qui, vous allez voir avec la partie valorisation, se valorisait par quasiment 20 milliards. 20 milliards, en fait, ça a pricé tout le meilleur scénario qu'on pouvait avoir. Bah oui, mais sauf qu'il y a de l'incertitude, donc ça a été repricé à la baisse. Alors pour moi, c'est une entreprise que j'aime bien. Vous allez voir pour plusieurs raisons, puisqu'en fait, la thèse, elle est quand même assez intéressante. C'est-à-dire que IMSR veut transformer vraiment les achats, des achats ponctuels en abonnements récurrents pour augmenter la LTV, la long term value. Logique, ok? Voilà, justement, coût d'acquisition client, conversion, rétention, LTV qui augmente, c'est simple, c'est un business model qu'on peut comprendre, d'accord? Voilà, le modèle est tiré par 3 variables, coût d'acquisition, rétention et fréquence, et ensuite ça se transforme en marge brute qui plus vous baissez les coûts d'acquisition et augmentez la rétention et la fréquence d'achat, évidemment plus vous augmentez la marge brute, et c'est pour ça que les KPI qui sont très intéressants sur IMSS, c'est justement le ticket moyen. Là. Voilà, donc je me mets comme ça, effectivement ici vous avez le ticket moyen, le monthly revenu en moyenne par abonné, on voit qu'il est passé de 53 à aujourd'hui 80. Donc ce qui veut dire qu'en fait vous avez justement le nombre d'abonnés qui n'explose pas. Alors quand je dis qu'il n'explose pas, qui a augmenté de seulement 21%, c'est quand même énorme, mais vous avez des revenus qui a
qui a lui explosé puisque eh bien, le revenu, ils ont réussi à augmenter le revenu moyen. Donc forcément, le revenu lui augmente de 80%. D'accord? C'est là, en fait, vous voyez qu'à chaque étape, si vous augmentez un petit peu à chaque étape, en fait, la finalité sur le résultat net explose. Ok? Et c'est pour ça qu'on peut avoir un effet de levier qui peut être assez important sur ce type d'entreprise-là. Et c'est particulièrement ce que j'aime dans ce type de business model. Donc, contexte et modèle direct to consumer. Donc voilà, parcours end-to-end, c'est-à-dire acquisition digitale, questionnaire. Vous mettrez un peu sur pause là-dessus, mais c'est un peu ce que je vous ai expliqué. La partie force et risque, donc exécution et branding, marketing de performance ultra efficace, d'accord. Donc pour augmenter le panier moyen, pas de motte béton, c'est-à-dire en fait c'est une machine d'exécution, d'accord, mais exposée à la concurrence, aux copies et à la hausse du coût d'acquisition client. Mais encore une fois, si vous avez un bon management, si vous avez des mecs qui exécutent bien le plan, ça va rouler. Mais là-dessus également, ça faut prendre quelle est la probabilité de succès, quelle est la probabilité d'échec, et c'est pas sûr que ça va bien exécuter. Et quand vous achetiez ça sur les $70, le marché priceait quasiment que l'exécution allait être parfaite. C'est rarement le cas, d'accord? Là actuellement, je pense que le marché price que l'exécution va pas être bonne. C'est peut-être également pas le cas. Peut-être qu'elle va être bonne l'exécution. Et là, ça pourrait être intéressant de se positionner justement. Donc on va aller voir ça ensemble. Pareil, bon, pour la partie risque réglementaire, tout ce qui va être dermato, le sujet sensible, weight loss avec le GLP-1, on a vu là notamment hier. Donc unité économique, pourquoi ça baisse? Bon, psychologique, marché évidemment, facteur de pression, hausse du coût d'acquisition client, risque réglementaire, concurrence accrue sur les génériques évidemment. Donc toute incertitude est égale, le multiple qui saute totalement et qui s'effondre. Les leviers économiques, on l'a vu ensemble. GLP-1 régulation, pareil, vous pourrez mettre sur pause. Et quand est-ce que ça va devenir une machine à cash? Eh bien, si la rétention augmente, la RPU, pareil, via les cross-sell, les upsells, etc., augmente la dépense moyenne, alors que le coût de fulfillment, donc c'est toute la partie shipping, envoi, est stable. Là, vous avez des marges qui augmentent. En fait, c'est le même business model globalement qu'Amazon, que cette partie-là d'Amazon. Contribution margine, donc résultat, génération de cash flow qui est immédiatement réinvesti en marketing pour accélérer le cercle vertueux. Et voilà un petit peu là-dessus. Donc les KPI qui comptent, on l'a vu ensemble, c'est évidemment le nombre d'abonnements actifs, le revenu par abonnement, la contribution à la marge, comment est-ce qu'on met le mix et à quel point on augmente la marge, et la partie également coût d'acquisition client et long term value. Ok. Vous avez la règle d'or qui nous donne le management, etc. Et maintenant, pour ce qui est des scénarios de valorisation, donc j'ai pris les l'EBITDA, puisque le problème de ne pas prendre l'EBITDA sur un site de business qui est quand même encore un petit peu jeune, c'est peut-être pas forcément pertinent de faire une valorisation comme ce que j'ai fait sur les autres boîtes qui sont beaucoup plus matures. Donc là, avec la partie EBITDA, en gros, le bear case, j'ai mis le croissance du revenu annuel composé de 15%. C'est extrêmement faible, ok, c'est vraiment très faible pour cette entreprise-là. Une marge nette de 6%. Un bénéfice net, là pareil, de quasiment 300 millions donc en 2030, avec un peu de sortie de 20, ça vous fait un prix cible à 22. Là actuellement, on a un prix cible à, je me remets sur IMS, à 21 en pré-ouverture. Donc même dans le bear case, en fait, là, le scénario actuel, ce que je veux dire, c'est qu'il prend un bear case, très bear case, ok. Le base case ensuite, c'est croissance du revenu de 20%, net margin de 10%, etc. Multiple de sortie de 28. Là, on est à 65. Donc là, vous avez déjà un multiple de x2 déjà sur votre investissement. Et le bull case, revenu de 25%. Moi, je pense que le bull case, il peut vraiment aller chercher. Franchement, 25% de taux de croissance annuelle composée sur les 5 prochaines années en termes de revenus. Un net income de 1 milliard dans le futur, ce qui vous ferait un forward P de 4, puisque là, actuellement, on a 5 milliards de market cap, sachant qu'on a 1 milliard de cash au bilan. Donc en fait, on a une market cap net, une entreprise value net, si j'arrondis à 4 milliards. Quoi. Donc ça vous ferait un truc vraiment pas cher. Un peu de sortie de 35. En fait, évidemment, vous avez un prix qui explose. Et là, ouais, vous pouvez faire vraiment, dans ces cas-là, vous voyez, ça vous fait quand même du 500%, du x5. Donc ouais, moi je suis plus apte à aller me positionner sur du Imson R, mais encore que personnellement, celui que je préfère vraiment là actuellement, c'est Duolingo, dans ces entreprises-là que je mets vraiment en S au prix actuel. Mais je suis en train de vous préparer un énorme deep dive sur Duolingo, toute la thèse. Je pense que c'est une vidéo qui va durer 1 heure et je pense que je vais me positionner dessus là, dans pas si longtemps que ça. J'ai pas encore totalement terminé l'analyse et ce ne sera pas une grosse position dans mon portefeuille, mais c'est une thèse qui, plus je creuse en termes d'upsell, de multiples, de probabilité de succès, plus je me dis qu'en fait effectivement on peut aller aller chercher du x8 sur les 5-10 prochaines années. Donc là le risque reward est juste exceptionnel.
Chose que ça va être très compliqué sur du Salesforce pour aller chercher juste du x5. Du x5 là, sur une market cap de 280, ça fait quasiment ça fait 800, 900 milliards de market cap. Il y a peu de probabilité que ça se négocie à 800 milliards de market cap. Et là où vous allez peut-être me dire justement, oui, mais moi sur Salesforce, justement, je veux pas avoir du x5. C'est une action justement bon père de famille, ou du moins c'est une action avec un énorme boîte, etc. Et bien là, justement, remettez en question peut-être cette partie-là. Peut-être que les grosses boîtes tech SaaS que tout le monde avait l'habitude d'acheter en mode c'est un truc qui va jamais se faire disrupter, peut-être qu'actuellement le narratif tourne un petit peu, d'accord? Et c'est pas parce que le narratif tourne qu'ils vont pas réussir, enfin que ces entreprises-là ne vont pas réussir, encore une fois, à tirer l'épingle du jeu et à continuer d'exister et à continuer de performer comme ce qu'elles ont performé dans le passé. Mais simplement, encore une fois, moi avec mon argent, je préfère aller allouer mon cash autre part que là sur toutes les boîtes actuellement qui s'effondrent, c'est-à-dire du Salesforce, du Adobe, du PayPal, etc. Je préfère acheter d'autres entreprises sur lesquelles j'ai plus de prédictibilité. Donc la question, c'est pas est-ce que, encore une fois, je pense que ces entreprises-là vont s'effondrer? Non, c'est plutôt est-ce que les entreprises que je vais choisir vont vont surperformer les Salesforce, les Adobe, etc. etc. Et je pense que oui, d'accord. Enfin, du moins, moi, c'est ma thèse. Et même si ça ne performe pas, je serai toujours plus à l'aise en portefeuille de détenir une boîte que je connais, que je comprends, même si elle fait moins de rendement. Ok, parce que là, si j'achète bêtement du Adobe, du Salesforce, parce qu'on m'a dit que c'était du SaaS et que ça fait 20% par an dans le futur, bah, ça commence à baisser, etc. Je vais quand même pas être très très à l'aise de tenir l'investissement. Vous voyez? Alors qu'à l'inverse, avec vraiment une petite entreprise que je connais parfaitement, que je comprends, sur laquelle j'ai des convictions, c'est beaucoup plus simple de tenir les positions. Vous savez pourquoi est-ce que vous êtes investi et surtout, quand vous allez gagner de l'argent, vous savez pourquoi est-ce que vous avez gagné de l'argent et vous pouvez répéter le schéma. Parce que c'est vrai que, vous voyez, s'enrichir sur le Bitcoin, par exemple, est-ce que ça fait de vous vraiment un mec qui a un bon niveau d'investissement? Je pense pas, d'accord. Je pense pas. C'est pareil, vous enrichir en achetant des boîtes que tout le monde a, c'est-à-dire du Salesforce, etc. En fait, vous êtes dans le même bateau que tout le monde. Vous ferez comme tout le monde, quoi, tout simplement. Bon, le problème, encore une fois, c'est que 90% des investisseurs sous-performent en bourse. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas si pertinent que ça sur du long terme. Voilà, donc ça, c'était pour la partie Duolingo ici, je vous sortirai le deep dive là dans pas longtemps. La partie FICO, là, que voilà, j'aimerais bien mettre en A. FICO, c'est l'entreprise, donc le Credit Score aux États-Unis, c'est l'une des entreprises les plus connues, je pense, pour les Américains, les particuliers, etc. Tout le monde connaît pour acheter votre voiture, votre maison, tout passe par le Credit Score de FICO. C'est un peu remis en question, justement. Alors, pas tellement pour la partie IA, mais régulation, etc. C'est même beaucoup remis en question. Donc, ça, pareil, est-ce qu'on ne serait pas dans un changement de paradigme? Dans l'état actuel des choses, c'est également une entreprise qui est exceptionnelle, avec un pricing power, mais qui est exceptionnel également. Ils peuvent faire du x2, donc du 200% en termes de pricing power. Et comme c'est en fait un score qui vous coûte quelques centimes, voire quelques dollars sur parfois des investissements pour une maison de 600 000 dollars, personne n'y fait attention et vous avez en fait une boîte. Pourquoi j'ai pas les earnings en fait qui explose son bénéfice net. Regardez un peu l'augmentation du bénéfice net, 51%, 23%, 65%, 14%, 19%, 27%. Vous avez vraiment comme ça le bénéfice qui explose, le free cash flow également qui explose. Et c'est vrai que c'est entre guillemets encore une petite entreprise en termes de, c'est pas des milliards et des milliards. Il y a un bénéfice net de 600 millions, c'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que FICO, en fait, on est un peu aux quatre coins des États-Unis, on est déjà positionné. Donc en fait, la seule augmentation qu'on en a, c'est sur des autres segments, mais qui sont assez minoritaires, et surtout sur l'augmentation du prix. Mais le problème, c'est que l'augmentation du prix, quand vous avez un État qui autorise la concurrence, c'est un peu plus difficile. Donc c'est un peu ce qu'on redoute sur FICO. Et pareil, moi, c'est des entreprises sur lesquelles, oui, elles sont exceptionnelles, etc. Mais je ne serais pas vraiment à l'aise de les avoir en portefeuille, même si aujourd'hui elles sont exceptionnelles. Donc pareil, je passe mon tour. En fait, il faut que vous soyez aligné avec votre thèse d'investissement. Et c'est vraiment l'objectif de cette vidéo YouTube, c'est de vous dire qu'en fait, vous voyez, moi, j'ai aucune de ces boîtes SaaS en portefeuille. Et je ne suis pas là en train de vous dire, oui, je suis trop fort, je suis le meilleur, etc. C'est pas du tout ça. Parce que justement, peut-être qu'elles vont exploser, mais il faut juste être aligné sur vos thèses d'investissement, sur les entreprises que vous voulez avoir en portefeuille. Et moi, mon portefeuille que j'ai, il me convient parfaitement, il est super. Peut-être qu'il performera moins qu'une personne qui sera 100% tech sur les entreprises actuellement qui s'effondrent. Peut-être pas, mais quoi qu'il arrive, je m'en fiche. Et également, moi, j'ai des personnes qui me disent Léopold, mon portefeuille, il s'effondre alors que j'ai de la tech et que le Nasdaq, il est au plus haut. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, peut-être que ce type d'événement là qu'on vit, un DeepSeek 2.0, vous fait comprendre qu'en fait, c'est pas seulement la surperformance qu'il faut chercher, mais simplement une bonne performance, mais qui est stable et réplicable dans le futur. Et aller chercher à tout prix du 20% par an avec encore une fois les mêmes entreprises qui reviennent tout le temps avec des marges nettes élevées et des buybacks,
bah, quand elles s'effondrent toutes en même temps, vous apercevez que c'était peut-être plus pertinent d'avoir un peu de rate en portefeuille, d'avoir un peu de small cap en portefeuille, d'avoir un peu de boîte dans le pétrole, etc. etc. Mais encore une fois, l'avantage des small caps, c'est que du B2Gold, ça a explosé la tech en termes de performance, du Chipotle également sur les 10 dernières années, du HCC là sur l'année en cours, ça a fait du 120%, le Nasdaq, ça a vraiment explosé le Nasdaq, du Parex, pareil, ça a explosé le Nasdaq, Singapour, j'en parle même pas, ça a pris 100% les boîtes à Singapour, donc vous avez en fait également la possibilité de clairement surperformer de manière massive la tech avec des small caps, d'accord? Et si vous devez retenir que un ou deux points de cette vidéo, c'est premièrement, remettez peut-être en question vos certitudes sur l'IA et vos certitudes sur où est-ce que sera Adobe dans 10 ans. Il y a peut-être de grandes chances que vous n'en savez rien, d'accord? Et deuxièmement, raisonnez en termes de décorrélation sur votre portefeuille et faites un gros travail là aujourd'hui, demain, dans la semaine le plus rapidement possible. Regardez sur quoi est-ce que vous êtes positionné et voilà, si vous pouvez avoir une connexion sur la tech, mais c'est rarement pertinent d'avoir plus de 50% de votre portefeuille sur la même industrie, même si vous avez des convictions. Et encore une fois, si vous avez réellement une conviction sur un secteur et une entreprise, comme ce que j'avais sur Google et ce que j'ai toujours, quand j'avais mes calls Deep in the Weeds en portefeuille, j'avais 150 000 d'exposition en termes de dollars dans mon portefeuille. Ça faisait 50% de mon portefeuille sur du Google. Je dormais très très bien la nuit. Là, j'ai vendu mes calls, il me reste quasiment 60 000 sur Google. Donc, il reste quand même une énorme position sur Google dans mon portefeuille parce que j'ai une conviction dessus. Donc, si vous me dites que vous avez une conviction sur la tech, soit eh bien, vous mettez tout sur une ou deux entreprises, mais le raisonnement qui fait que j'adore Adobe, mais tu comprends, je ne peux pas mettre plus de 5% dessus parce que je ne suis pas sûr de moi, donc en fait, je vais toutes les acheter, les boîtes SaaS en même temps, là, ça vous augmente, en fait, ça vous fait exploser votre risque. Donc, si vous faites ça, allez sur un ETF, d'accord? Soit vous allez sur un ETF et c'est très bien, soit vous faites du stock picking, mais vous n'allez pas m'acheter 20 entreprises tech, ça sert à rien. Concentrez votre portefeuille sur la partie tech et si vous n'y arrivez pas, admettez que vous n'avez soit pas les compétences, soit pas la prédictibilité, d'accord? Mais dans les deux cas, il y a soit de l'ETF ou soit d'autres secteurs sur lesquels vous aurez probablement plus de compétences, ok? Voilà, après, je pourrais passer sur Netflix, que je mettrai également en S. Là, je me rends compte que j'ai beaucoup de boîtes en S. Netflix, je vous ai fait un deep dive sur ma chaîne YouTube. Selon moi, la fair value, elle est à 70 $. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour dans la vidéo. Mettez-moi absolument dans les commentaires, vous, votre avis sur l'IA, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, ça m'intéresse de savoir, en fait, ont pareil très peu de visibilité sur ces entreprises-là, parce qu'on soit bien d'accord, si j'ai pas de visibilité, ça veut dire que peut-être que ça va effectivement, peut-être que c'est une opportunité, parce que j'en suis pas sûr, c'est ça tout le point. Donc c'est tentant quand même d'en acheter. Quand je vois du PayPal à 7 fois les bénéfices et du Adobe à quasiment 10 fois les bénéfices, j'ai envie de me jeter dessus. Faut bien que vous le compreniez ça. Sauf que j'ai quand même ma philosophie d'investissement qui me dit ah oui mais attention Léo, t'es peut-être pas sûr de toi, peut-être que t'as pas tant de visibilité que ça, et donc ça serait préférable pour toi de garder cet argent-là et de le mettre sur une autre entreprise sur laquelle tu as plus de visibilité. Ou alors de concentrer une même entreprise. Et là, il faudra voir après les résultats qui sont tombés justement d'Amazon, etc. Parce que ça a bien baissé, là, ça a perdu 10% Amazon. Donc voilà, bref, mettez-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Voilà, je vous encourage également à aller dans la partie description. Vous avez mon groupe School, on est quasiment 3000 dessus. Vous avez des formations gratuites, etc. Une section communauté, une section classroom avec des cours. Et également, vous avez le site internet où je détaille vraiment la partie mentorat, donc toute la partie programme d'accompagnement. Si justement, bien, vous voulez, là, en ces temps de crise, sur la partie tech, etc., vous voulez décorer votre portefeuille et construire un vrai truc vraiment sur un peu la synthèse que j'ai développée dans cette vidéo-là. Et globalement, avoir un portefeuille comme le mien qui performe vraiment extrêmement bien, puisque les bons choix que j'ai fait sur la partie tech, c'était les entreprises qui ont les mieux performé. Et en plus de ça, je les ai pris avec des options pour une partie, donc ça m'a fait des plus-values disproportionnées. Et c'est comme ça vraiment que je vais créer ma richesse, et c'est comme ça que je m'enrichis. Et c'est comme ça que là, quand même, concrètement, mon portefeuille, il va taper les 400 000 $, quoi, alors qu'il était à 300 000 il y a un an, d'accord, sans apport de ma part sur cette partie Interactive Broker que j'ai sur ma chaîne YouTube. Voilà, écoutez, vous avez tout ça, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Léo, ciao.